Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus à Ground Control ce soir, où on est particulièrement heureux d'accueillir les personnes qui nous ont offert en fait ce truc un peu fou qu'est l'Atlas des Utopies. Donc récemment paru aux éditions Belle Balade, donc Axel Vic des éditions Belle Balade, qui est à l'origine du projet. Ophélie Chavaroche, qui est l'autrice, qui a conçu, nourri, alimenté, choisi, on en parlera, tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce livre. Et Et je vous remercie d'utiliser le terme autrice, parce que ça aussi c'est un petit peu utopique encore. Oh, de moins en moins De moins depuis. en moins, merci. Et puis Laurent Binet, donc, que vous connaissez essentiellement comme romancier, assez logiquement. Donc de très beaux romans, enfin moi j'en citerai que de trois, hein, HHH, H, j'oublie toujours un H évidemment, La septième fonction du langage, et puis tout récemment Civilisation, dont on dira un mot tout à l'heure, parce que bien que Civilisation soit majoritairement une uchronie, il y entre des parts utopiques non négligeables. Et Laurent Binet a signé la préface en fait de l'Atlas des Utopies. Donc voilà, merci à vous d'avoir accepté cette invitation chez Ground Control. Moi, j'avais une première question parce que c'est un projet qui est quand même très étonnant, à la fois par son ampleur, par la richesse et la variété de ses contenus, et par son côté un peu inhabituel. Parce que quand on parle d'utopie, évidemment, on se dit bien, utopie, c'est qu'il n'y a pas de lieu. Et aller derrière prétendre faire un atlas, c'est quand même déjà un premier paradoxe, disant un atlas d'un endroit qui n'a pas de lieu. Donc je voulais savoir un peu comment était né ce projet, comment il avait abouti à cet ouvrage. Oui, les paradoxes sont toujours intéressants déjà. Et alors ouais, je rappelle brièvement l'étymologie du mot utopie qui a été inventé par Thomas More au XVIe siècle et qui donc vient du grec. C'est une construction avec U qui veut dire absence de lieu ou inexistence et topos le lieu. Enfin non, U qui veut dire absence pardon ou non-existence et topos lieu. Donc effectivement, par définition, c'est un lieu qui n'existe pas. Et donc, en faire un atlas paraîtrait complètement absurde. Mais Thomas More lui-même, en fait, avait conceptualisé un lieu, enfin, dessiné des choses. Et ça se prêtait... Enfin, forcément, on a envie de le situer quelque part, en fait, ce lieu. On dit sur la quatrième de couverture, on cite Oscar Wilde, qui disait aucune carte. Pardon, c'est quoi déjà C'est aucune carte du monde n'est digne d'un regard si le pays de l'utopie n'y figure pas. Donc déjà lui-même était attiré par ce paradoxe en fait d'un lieu qui n'existe pas, mais puisqu'on nous dit qu'il n'existe pas, on a envie de le trouver, quoi. Donc alors, l'origine de cet ouvrage, c'est d'abord un atlas des utopies, un autre qui s'appelle exactement pareil, l'atlas des utopies, mais qui a été publié avant, mais en presse, en hors-série, qu'on avait beaucoup apprécié. Et on a eu envie d'en faire un, mais à notre manière. C'est-à-dire que eux abordent le sujet de manière très intellectuelle, très théorique, très intéressante. Mais on n'a pas le même public. Nous, on fait plutôt des livres illustrés et on avait envie de voir si c'était possible d'illustrer l'utopie. Mais on est quand même allé les voir d'abord en leur proposant de le faire ensemble. D'abord parce qu'ils avaient eu l'idée. Et puis, ça nous paraissait très intéressant. Alors eux, en fait, c'était je sais pas, une quarantaine d'auteurs qui avaient contribué. Je pense qu'il y a beaucoup d'articles qu'ils ont repris, qu'ils avaient déjà publiés. Ils en ont fait donc cet atlas. C'était trop compliqué à gérer pour eux, en fait. Donc, ils nous ont dit on va pas pouvoir le faire avec vous. En revanche, on s'est mis d'accord, en fait, pour reprendre un certain nombre d'infographies que eux avaient publiées et de s'inspirer très librement de certains sujets pour les reprendre dans notre atlas. Et au final, on a fait quelque chose de quand même de très différent. Mais on retrouve par-ci par-là des sujets qui peuvent être connexes, traités très différemment, et quelques infographies qui sont extraites. Mais il y a aussi énormément d'illustrations, de cartes anciennes, de photos, bien sûr, qui ne figurent pas dans cet atlas qu'ils avaient publié. Donc on s'est quand même on s'est nettement distingué de cet atlas. Voilà pour la genèse. Alors, une chose qui est frappante quand on lit et qu'on parcourt en fait cet atlas des utopies, c'est qu'effectivement, par rapport à un canevas théorique où il y aurait eu
ce qu'il y avait effectivement dans ce lit du Monde quelques années auparavant. Donc un truc qui est avant tout nourri de philosophie politique et d'histoire. Ce qui frappe tout de suite, c'est de se dire, mais finalement, il y a un nombre relativement limité, en fond, enfin, on parle de dizaines, mais pas de centaines, de théoriciens de l'utopie, alors que si on étend en fait le concept comme vous l'avez fait en disant, mais il y a des utopies qui sont dans des tableaux, qui sont dans des villes, qui sont dans des lieux, justement, et on parlera tout à l'heure de voyage, là, pour le coup, on se retrouve devant une forme d'embarras du choix, parce que là, on passe d'un seul coup de quelques dizaines à des centaines potentiellement, selon la façon dont on va tirer les choses. Et donc, moi, je suis très curieux de savoir comment vous vous y êtes pris concrètement, justement, pour aller dans cet océan de données, en fait, d'idées, d'endroits, d'images. Ça n'a pas été simple parce qu'il a fallu le plus possible associer les utopies à des lieux, puisque c'est quand même un atlas. Et on a construit vraiment au fur et à mesure ce sommaire avec les auteurs. Et les idées nous venaient en fait au fur et à mesure. En fonction de l'iconographie qu'on pouvait trouver parfois, et en fonction des sujets qu'on avait envie de traiter. Il y a beaucoup de sujets. Enfin, moi, je t'ai dit souvent, mais écoute, il y a un truc que tu as envie de traiter, fais-le, quoi. Et donc, on a eu un sommaire très évolutif au fil du livre, mais qu'on a classé... il y a quelques grands chapitres, hein, bien sûr, parce qu'il fallait quand même organiser la chose. Donc, si vous voulez, vous avez un premier chapitre qui fait appel à l'étymologie, qui s'appelle « En quête d'un lieu idéal ». Donc là, ça rappelle évidemment c'est ce lieu qui n'existe pas, mais qu'on a envie de trouver quand même. Après, il y a un chapitre qui s'appelle « Utopiapolis ». Donc là, c'est toute la dimension architecturale de l'utopie. Ensuite, refaire le monde, chapitre refaire le monde, là c'est on va dire vraiment toutes les utopies, notamment sociales, tout ce qui peut, enfin les révolutions, tout ce qui peut changer complètement la conception qu'on peut se faire du monde. Un chapitre assez intéressant après, c'est laboratoire de l'utopie, c'est vraiment les expérimentations concrètes de l'utopie, soit qu'elles aient déjà eu lieu, soit qu'elles soient encore en cours. Avant-dernier chapitre, c'est science et fiction, tout ce qu'on peut appeler les utopies scientifiques ou technologiques, qui abondent. Et le dernier chapitre, qui est peut-être le plus intéressant, porteur d'utopie, ce sont les figures de l'utopie, des personnages qui ont existé ou qui existent encore, et qui nous inspirent, dont on devrait s'inspirer pour croire en l'humanité, on va dire. Voilà. Mais voilà, il fallait un petit peu organiser tout ça. Mais au sein de tous ces chapitres, on a été assez... on a laissé libre cours à notre imagination quand même. Oui, donc, pour nourrir ces chapitres, donc, Ophélie, c'est parti voilà, pourquoi choisir cette figure-là et pas une autre. Enfin, tout un travail, je pense qu'il y a dû y avoir des dizaines de dilemmes. Enfin... Oui, il y en a encore d'ailleurs. Il y a certains morceaux où on continue d'avoir des doutes sur la légitimité des textes, mais certains nous tenaient à cœur. Par exemple, Axel, si tu voulais nous parler un peu de cette cité céleste à laquelle tu tenais. Ouais, c'est la ville de Teotihuacan peut-être. Teotihuacan, c'est pas une utopie à proprement parler, mais il y a dans cette cité. Alors Teotihuacan, c'est une ancienne cité proche de Mexico, dont l'architecture tout entière semble vouée aux dieux en fait. Il y a le temple de la lune. Enfin, ça a une architecture cosmique. Tout est orienté en fait selon la position du soleil au solstice. Donc la pyramide du soleil, la pyramide de la lune, l'avenue des morts. Donc il y avait, là ça se rapproche peut-être plus de l'idéal en fait. Ils ont construit une espèce de cité cosmique idéale. Et ça rapproche quand même de l'utopie dans le sens où ils ont voulu construire quelque chose de parfait en fait. Alors quand je dis parfait, il y avait des sacrifices humains, etc. Donc il faut relativiser la perfection. Mais c'est des choses, je pense que Laurent Binet a dû avoir à travailler aussi pas mal. On en parlera sûrement tout à l'heure. Voilà, mais Teotihuacan, ouais, c'est un lieu extraordinaire en plus à visiter. Et si on le visite sous l'angle de l'utopie, ça donne une autre peut-être profondeur à la visite.
Je vous invite à aller voir en tout cas. Mais ce qui était beau à explorer, c'était la pluralité des utopies. Celles qui ont réussi, celles qui ont échoué, celles qui sont en devenir, celles qui ont été inscrites dans un passé précis, comme celle-ci par exemple, de la cité céleste. Celles qui restent à imaginer, qui nous donnent à rêver, des choses qui n'existent pas encore, mais dont on peut imaginer qu'un jour elles existeront, comme ces bateaux à demi submersibles qui peut-être un jour vogueront sur les océans et constitueront les villes du futur. C'était ça, on était confrontés à une pluralité d'utopies qu'il fallait organiser dans des chapitres qui soient bien équilibrés, de surcroît, et qui aient une cohérence totale. Alors c'était loin d'être évident. Moi je suis assez satisfaite du résultat final. Alors, une question qui est connexe, mais parce que dans la jeunesse de l'ensemble de ce projet, à la fin, il y a eu effectivement une préface. On dit toujours la préface, c'est à la fin du projet. Et comment donc Laurent Binet est arrivé dans ce paysage utopique? Bon, on se connaît de longue date. Et je vais donc parler du projet qui était en cours. Et il a été très enthousiaste. D'ailleurs, tu nous as apporté pas mal d'idées, en fait, de sujets. Il se trouve qu'il est en train de terminer son livre qui s'appelle Civilisation. Je lui ai dit, mais l'Uchronie, l'utopie, c'est quand même assez proche. L'Uchronie, c'est un peu le rêve, la nostalgie que l'histoire se soit passée différemment. Donc c'est un rêve, ça se rapproche de l'utopie. Donc je lui ai dit, mais écris-nous un petit avant-propos, ça serait vraiment sympa. Et donc c'est ce qu'il a fait de bon gré. C'est vrai d'ailleurs qu'on retrouve ce questionnement, parce qu'autant on l'applique le plus souvent à l'Uchronie, j'allais dire especially, mais pardon, pas spécialement chez les anglo-saxons, qui est cette question du what if, si quelque chose avait été différent, ce fameux point d'inflexion, si effectivement... au lieu que ce soit des conquistadors espagnols qui débarquent en Amérique, c'était en fait des Incas qui venaient en Europe, qui est ce qui surgit en fait avec une puissance incroyable dans Civilisation. Mais c'est cette question du et si. Et en fait, quand on passe en revue beaucoup de ces utopies, et pas justement celles qui sont les plus théoriques, celles qui sont le plus des utopies socio-scientifiques, mais celles qui sont des utopies un peu plus spontanées ou plus concrètes, on sent qu'il y a un questionnement qui est de cet ordre, de questionnement du rêve, et si on faisait quelque chose différemment, et si on refusait de se plier à une loi des reins, cela. Et donc, il y a vraiment cette envie spéculative quand même qui est très forte dans les deux cas. Oui, mais en même temps, l'Uchronie et l'utopie, c'est pas la même chose. Et ce qui m'a le plus intéressé dans le livre, ce sont les utopies réalisées, en fait. Moi, donc, je connais l'étymologie d'utopie, je connais Thomas More, etc., etc. Mais qui écrit dans Civilisation, Thomas More. Oui, c'est vrai, il apparaît dans mon livre. Mais moi, ce qui m'intéresse dans le concept d'utopie, c'est l'acception qu'on en a à peu près tous, c'est-à-dire une idée politique qui semble irréalisable. Et en fait, si vous regardez le livre, vous vous rendez compte que les trois quarts des utopies qui apparaissent dans le livre ont été réalisées. Et ça m'intéresse parce que pour moi, l'enjeu, il est politique. Ça fait quand même 30 ou 40 ans qu'on nous dit il n'y a pas d'alternative. Et en fait, non seulement il y a des alternatives, mais en plus, elles sont très nombreuses, elles sont innombrables, et elles sont là. Et ce livre propose un panorama des alternatives. Si, il n'y a pas que, en gros, le capitalisme mondialisé qui va tous nous entraîner à notre perte. Il y a ça, il y a Christiana à Copenhague, il y a il y a Che Guevara, c'est-à-dire il y a des multiples alternatives avec des succès divers, mais en tout cas qui ont été entreprises et qui ont été réalisées. Il y a vous en parleriez mieux que moi si tu as des exemples qui te... Les Corinthians, par exemple, tu vois. Voilà, il y a l'équipe autogérée des Brésiliens de Sao Paulo au Brésil. Il y a des expériences démocratiques, sociales. Il y a des, le familistère de Guise, par exemple, ça a été réalisé. C'est une utopie sociale. Et sans parler de trucs complètement aberrants et utopiques tels que
les congés payés, je ne sais pas si tu en as parlé, mais La sécurité sociale. la sécurité sociale. Et alors, c'est l'autre point que je voulais aborder, c'est que l'utopie, ça semble toujours être un doux rêve, hein, des hippies, etc. En fait, l'utopie procède toujours d'un rejet de la situation actuelle et d'une lutte. Et donc, la sécurité sociale, le système de retraite qui sont, qui sont un chapitre dans le livre et qui sont des acquis de 44, 45, ouais. Je crois que, Hugues, tu allais nous demander j'anticipe un peu, mais quel chapitre ou quelle utopie on pourrait citer. J'avais envie de citer ça parce qu'il arrive là, la réforme des retraites. Les retraites par répartition, c'était un exemple formidable de solidarité, de collectivisation. Moi, je suis très heureux de payer pour les vieux actuels, de payer la retraite des retraités actuels. Si on annule ça, c'est une utopie. C'est une utopie qui va être remise en cause, qui est remise en cause depuis pas mal de temps, et pour laquelle il va falloir encore se battre pour la conserver. J'aime beaucoup en fait cette vision historique qui en fait transpire tout le long de l'Atlas des utopies, où volontairement vous ne l'avez pas organisé sous une forme absolument pas chronologique, mais bien thématique, non, oui. Et ce qui en fait justement toute la puissance de surprise aussi. Mais c'est très intéressant si on se penche sur les critiques massives en fait vis-à-vis même de la notion d'utopie, qui est une notion, on le voit quand on lit l'Atlas des utopies, qui se dérobe parce qu'elle est dans plein d'endroits différents, justement, dans plein de choses différentes. Mais il y a quand même effectivement une grosse critique au 19e. En gros, le capitalisme du 19e ignore l'utopie. C'est un épiphénomène, ça ne l'intéresse pas. Ceux qui critiquent vraiment l'utopie au 19e, surtout à la fin du 19e, c'est en fait les marxistes, parce que c'est un socialisme trop mou, trop rêveur, qui n'aura pas la prise sur le monde. Une fois passée cette première vague de critiques, il y a un envol, un renouveau en fait de justement l'utopie, et on le voit dans le livre, dans l'architecture, dans la philosophie politique. C'est en fait dans les années 20, 30, 40, pour aboutir à des choses très concrètes en réalité, depuis des villes jusqu'à des réformes sociales majeures. Et puis il y a ensuite une deuxième vague, et dont on se sort peut-être aujourd'hui. C'est ce que montre très bien le livre aussi par le fourmillement en fait d'initiatives connues ou moins connues. Mais il y a aussi ensuite cette vague où on retrouve ce sens en disant oui, mais ça c'est de l'utopie, comme on dirait par ailleurs oui, mais c'est de la science-fiction. Enfin, c'est du rêve. Voilà, vous êtes des hippies en fait. C'est ça. Mais c'est là que c'est intéressant parce que il y a certaines personnes qu'on a pu contacter pour faire le bouquin. Par exemple, la fac de Vincennes, qui était une belle utopie réalisée encore. On avait contacté l'un des très rares photographes qui ont photographié la fac de Vincennes en fait, et qui, quand on lui a présenté le titre, en fait, nous a dit non mais attendez, foutez de moi, c'est pas une utopie, j'y étais. Et il avait raison. Donc j'ai passé une demi-heure au téléphone et lui expliquer notre conception de l'utopie en fait. Et c'est sûr qu'il a raison. L'acception négative du mot est très répandue. C'est-à-dire, non mais tu as un projet, on te dit non mais laisse tomber, c'est une utopie, c'est mort. C'est ça l'un des sens du mot. En fait, nous, on veut. Ce livre, c'est un combat pour que le sens change. En fait, le sens de ce mot change et que ce soit. Oui, d'accord, tu penses que c'est impossible, mais en fait, peut-être que tu te trompes. Et c'est une phrase qui a été attribuée à plusieurs personnes, dont Oscar Wilde, mais je ne sais pas si c'est elle qui l'a prononcée, mais qui disait « Le progrès n'est que la réalisation des utopies ». Ça anticipe un peu sur un thème qu'on abordera tout à l'heure plus en détail, mais qui est exactement ce qu'on dit là. C'est que justement, face à toute cette critique, il faut bien le dire, qui était quand même globalement très capitalisme matériel des années 60, qui renvoyait l'utopie dans le domaine voilà, du rêve mollasson de gens en fait, qui ne participent pas à la vraie vie, quoi. Et c'est Paul Ricoeur quand même qu'on ne peut pas soupçonner d'être un pur marxiste qui disait... et dont la puissance va au-delà de celle d'un certain président, hein, on s'en doute. Paul Ricoeur disait en substance que l'utopie s'efforce de briser la domination de l'actuel sur le possible.
Euh, C'est beau, ça. et c'est une phrase qui est magnifique et qui l'oppose, lui, à l'idéologie, en disant justement, parce qu'on a reproché parfois, lui, les utopies, et il y en a des exemples magnifiques dans le truc. Les utopies, parfois, sont trop idéologiques, trop sûres d'elles-mêmes, disent c'est comme ça qu'il faut faire. Et en fait, Ricoeur disait non, non, pas du tout, ça, c'est pas les utopies, ça, c'est l'idéologie qui est conservatrice, qui dit non, il faut faire comme ça. Les utopies sont. Il y a une puissance d'expérimentation qui est fascinante dans ce que vous nous montrez. Mais pour rebondir là-dessus, moi j'ai envie de citer une phrase de Luc Schuiten, qui est l'auteur de BD, Les Cités Obscures, tout ça, qui est architecte par ailleurs, qui a conçu des choses extraordinaires, habiter dans les arbres, on en reparlera peut-être plus tard, et qui a eu une phrase qui pour moi a été une phrase qui m'a guidée dans la rédaction, dans l'écriture, qui était de dire l'utopie, c'est un possible qui n'a pas été expérimenté. Et précisément ça. C'est-à-dire qu'au final, peut-être, peu importe que l'utopie soit réalisée ou pas, c'est qu'elle nous sert de guide, d'étoile dans la nuit, de quelque chose qui nous oriente. Et c'est ça aussi qui est important, effectivement. Ça n'est pas simplement... Alors, évidemment, ici, là, on est dans les utopies concrètes, et c'est très important aussi de parler et d'aller dans les utopies concrètes, mais pour pouvoir les concrétiser, il faut pouvoir les rêver, les imaginer, se projeter, aller vers quelque chose qui peut-être n'existera pas, et puis peut-être existera. Mais ce qui me semblait très important, c'était cette façon, cet élan qui nous porte et qui nous continue de nous porter et de nous emmener vers des choses qu'on ne peut même pas encore soupçonner pour demain. Et du coup, effectivement, bon, pour reprendre, et donc comme Laurent Binet nous l'a annoncé, on avait envie en fait, voilà, de vous demander, parmi les centaines, les nombreuses dizaines d'utopies qui sont proposées, voilà, c'est laquelle, alors votre préférée, ou en tout cas celle voilà, dont vous avez vraiment envie de parler en fait au public en disant voilà, c'est un peu mon chouchou, c'est celle-là. Non mais moi des chouchous j'en ai des tonnes. Bon, moi j'avais presque envie, je vais en citer plusieurs. Ma chouchou absolue c'est l'égalité salariale. Parce que c'est quand même une question qui fait que... Alors, d'ailleurs, pour tout raconter, quand j'étais en train d'écrire ce sujet-là sur l'égalité salariale homme-femme, et d'ailleurs ça se transcrit dans le texte, il est impossible de trouver les mêmes chiffres. Donc, uniquement pour ce qui concerne la France, on trouve dans le joli diagramme qu'on a choisi de mettre en illustration, il y a les chiffres de l'OCDE qui donnent à peu près 15% d'écart entre les salaires des hommes et des femmes. Après, on trouve d'autres chiffres qui donnent des choses beaucoup plus basses. Et puis après, on a aussi un observatoire des inégalités qui nous donne que ça monte presque à 23%. Alors, déjà, rien que ça, en fait, c'était une source d'inspiration, de se dire que c'est quelque chose qui n'est pas quantifiable, et à quel point ça reste une utopie, parce que si ça n'est pas quantifiable, si c'est quelque chose que l'on ne peut pas arriver à déterminer et à définir précisément, comment est-ce qu'on va régler ce problème? Donc ça, c'était la première sur l'égalité salariale. Et puis aussi, quand même, je dois dire, moi, j'ai aimé découvrir, encore une fois, à travers la figure de Luc Schuiten, ces inventions incroyables pour habiter dans les arbres, habiter dans le ciel, habiter la mer. Et là, on touche à des choses qui sont vraiment de l'ordre de l'imaginaire et du poétique, effectivement, d'imaginer des habitations qui seraient faites de biotextiles, où on s'inspirerait de la bioluminescence, où on marcherait sur des promenades tressées, comme ça, une façon de concevoir l'urbanisme par la nature. Évidemment que ce n'est pas des choses qu'on va voir advenir très, très bientôt, mais ça fait du bien d'y penser et d'y rêver. Et ça, j'avoue que c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, qui était inattendu aussi. Moi, c'est pareil, j'en ai deux qui me tiennent à cœur. J'ai une vraie utopie, puis une fausse. Enfin, une fausse utopie dans le sens où elle a été réalisée. Je commence par la vraie ou la fausse? La vraie, c'est travailler 2 heures par jour. Ça n'a pas exactement été réalisé, mais c'est quand même plutôt sympathique. Travailler 2 heures par jour, c'est pas mal 2 heures, c'est bien. Il y a mon patron qui est là en plus, donc... Et tu as vu, alors il y a aussi ce nouveau collectif qui a repris
cette proposition des années 70 pour Ouais. dire non, mais en fait, ça pourrait être travailler 1 heure Ouais, par c'est trop, jour. 2 heures. 2 heures, c'est trop. Ouais. Non, alors pour l'historique de ce beau slogan, il y a un livre paru dans les années 70 qui est passé assez inaperçu, mais qui s'intitule Travailler 2 heures par jour. Et en fait, c'est un scientifique qui, à un moment donné, s'est posé cette question, je dis, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre notre vie à la gagner? Et il s'est mis à cogiter sérieusement, en fait. D'abord, il a recueilli beaucoup de témoignages de gens qui travaillaient leur bon 8 heures par jour, parfois des gens qui faisaient les 3-8. Enfin bon. Donc, il a recueilli beaucoup de témoignages. Et ensuite, il s'est mis à spéculer, à imaginer une société dans laquelle on pourrait travailler en moyenne 2 heures par jour. Alors, il ne s'agit pas de travailler tous les jours, aller au bureau, travailler 2 heures, repartir. On perdrait beaucoup de temps dans les transports. Non, c'est une moyenne, c'est-à-dire on peut imaginer qu'on travaille 1 jour par semaine en faisant 8 heures, 2 jours en faisant 2 demi-journées. Voilà. L'organisation est ouverte. Mais là où ce qui s'est attaché à démontrer, en fait, parce que c'est une démonstration, c'est que c'était possible, en fait, on va dire techniquement. C'est-à-dire, il a essayé d'établir tout ce qu'il fallait faire pour qu'on arrive à ça. D'abord, s'interroger sur la notion de progrès. C'est-à-dire le progrès, où est le vrai progrès? Est-ce que c'est la technologie? On est tous d'accord, a priori, pour dire que ce n'est pas la technologie le progrès. La technologie, c'est sympa, mais ce n'est pas le progrès en tant que tel. Le vrai progrès, il est surtout humain. Alors, vivre plus longtemps, par exemple, ça, c'est un vrai progrès, je pense. Mais libérer du temps, ça, c'est un vrai progrès, libérer du temps. Et il est parvenu à démontrer, alors notamment en nous expliquant que de toute façon, notre société actuelle nous poussait vers travailler toujours plus, tout en produisant des chômeurs par ailleurs, des gens qui travaillent beaucoup, d'autres qui sont chômeurs, donc il y a un truc qui ne va pas. Et que de toute façon, le seul moyen de travailler un peu moins, c'est de réduire ses besoins. Parce que plus on a de besoins, ou en tout cas, ce n'est pas des besoins, mais plus on a d'envie, plus on va travailler pour les assouvir. Mais si on réduit un petit peu nos envies à nos besoins essentiels, réels, on aura besoin de travailler moins. Donc on a besoin de dépenser moins. Tout ça est lié, ça rejoint, mais à l'époque ce n'était pas formulé comme ça rejoint la théorie de la décroissance. Et ça rejoint cruellement aussi l'écologie aujourd'hui. Parce qu'on parle beaucoup de produire moins aujourd'hui. Parce qu'il faut arrêter de gaspiller, il faut arrêter de polluer, etc. Donc c'était intéressant, c'était avant-gardiste. Et en même temps, il y a une vraie démonstration concrète. Donc moi j'avais été très séduit par l'idée de travailler 2 heures par jour. Voilà. Donc je partage, et c'est une graine qu'il faut semer. Le but aussi, c'est pas, je trouve, pas forcément travailler plus et gagner plus, mais avoir du temps pour soi. Et le temps de réfléchir aussi. Le temps pour soi, ça permet de réfléchir, ça permet plein de choses que parfois la société ne nous permet pas aujourd'hui parce qu'on a le temps de rien du tout. On n'a même plus le temps de penser. Voilà. Donc ça, c'est l'utopie non réalisée. Du temps pour lire et pour voyager. Ah, par exemple. Tu veux embrayer? Moi, j'en ai une deuxième. Il y en avait une deuxième, Axel. Alors la deuxième, c'est une utopie qu'on pourrait penser totalement irréalisable, vraiment. C'est un gars, un étudiant, de Polytechnique d'ailleurs, qui, alors je ne sais pas s'il a rêvé dans la nuit ou s'il avait bu, enfin bref, à un moment donné il se dit, et si on volait sous la terre? On ne sait pas trop si en fait il avait lu trop Jules Verne ou alors s'il avait fumé, enfin on ne sait pas trop, et après il reformalise, il se dit mais ouais, si on volait sous la terre, si on faisait voler une montgolfière sous la terre. Faire voler une montgolfière sous la terre. Et je pense qu'il a dû aller voir ses potes et lui dire « J'ai eu une idée assez sympa. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Et en fait, ils l'ont fait.
Ils l'ont fait. Ils ont volé sous la terre. Alors, les mecs ont dû lui dire, les copains ont dû dire, bon, écoute, arrête. Déjà, à supposer que tu trouves une grotte suffisamment grande pour faire voler, je sais pas, fais un drone, quoi. À l'époque, je crois qu'il n'y avait pas de drone, c'était au début des années 2000. Et finalement, la grotte existe. Déjà, le truc fou, c'est dans les Pyrénées, entre la France et l'Espagne, il y a un gouffre absolument immense qui s'appelle la salle de la Verna, dans le gouffre de la Pierre Saint-Martin, qui est, si vous voulez, c'est tellement, pour vous conceviez, on peut pratiquement caser la tour Montparnasse dans la salle, tellement c'est grand. Donc déjà, le fait que ça existe, c'est complètement fou, mais ça existe. Et donc il a trouvé ce gouffre énorme, et ils ont monté une expédition totalement invraisemblable pour arriver à monter donc une montgolfière, parce que c'est quand même de la spéléo, hein, faut arriver sur, il y a plusieurs heures pour arriver là. Et ils ont réussi réellement à faire voler un ballon sous terre. Donc nous, on a des photos là du ballon qui vole vraiment sous terre. Un truc de fou. Et là, ce qui est marrant, et ça, c'est la dimension poétique de l'utopie. En fait, on le fait. Ses copains, je pense, ils sont peut-être crus à moitié, même lui. Mais en fait, ils se sont dit, tant pis si on n'arrive pas. C'est tellement beau, en fait. C'est tellement beau que, putain, essayons de le faire, quoi. Essayons de le faire. Et putain, ils y sont arrivés. C'est complètement dingue, quoi. Cela dit, pour finir sur l'anecdote, EDF a creusé un tunnel qui vous permet aujourd'hui d'aller assez directement dans la salle, qui est éclairée par un barrage hydroélectrique. Donc c'est vraiment un lieu extraordinaire, entre parenthèses. Laurent, est-ce que tu voulais en ajouter une Alors, donc, moi j'en ai un deuxième, oui, à part la Sécu. J'ai repéré un chapitre qui concernait la Bolivie. Et alors, au début, j'ai pas bien compris quel était le lien. J'ai compris de quoi ça parlait, j'ai pas très bien compris quel était le lien avec l'utopie, mais en fait, je vois. C'est l'or blanc de la Bolivie, je sais pas que... Le pays de l'or blanc, ouais, c'est ça. Hein, le pays de l'or blanc. C'est sur les ressources en lithium de la Bolivie. La couverture, en fait, c'est la bon, Bolivie, c'est ouais, c'est le désert de Uyuni. Bon, bref. Donc, en Bolivie, il y a beaucoup de lithium. Et c'est toi qui as écrit ce chapitre ou non? Non, ça n'est pas moi. Et d'ailleurs, je c'est voudrais Jean-Michel, rendre hommage à qui n'est pas Jean-Michel là. qui n'est pas avec nous ce soir. Co-auteur. Bon, bref. Donc la Bolivie, un pays d'Amérique latine assez pauvre, a cette ressource naturelle qui peut lui permettre d'espérer prospérer à certaines conditions. Et alors, quelles sont ces conditions? Ces conditions, elles sont très, très politiques. Et en fait, je les relis avec un documentaire que j'ai vu la semaine dernière qui s'appelle « La Cordillère des Songes » de Patricio Guzmán. Vous savez, Patricio Guzmán, c'est ce Chilien qui fait des espèces de documentaires poético-politiques sur l'histoire du Chili. Et en gros, l'idée, donc le lien que je fais entre la Bolivie et le Chili est le suivant. Les ressources naturelles de la Bolivie peuvent permettre au pays de prospérer à une condition. La condition est que ces ressources soient nationalisées et non pas privatisées. Et donc, je pense à ça parce que c'est très clairement ce qui est raconté dans La Cordillère des Songes quand on demande aux gens de raconter Allende, Pinochet, etc. Et les gens disent, voilà, nos richesses, elles ont été partiellement nationalisées et donc, disons, comment dire, collectivisées en quelque sorte, avant Allende et complètement par Allende. Et ensuite, elles ont été complètement privatisées par Pinochet. Et aujourd'hui, 80% de ces richesses, le Chili ne manque pas de richesses non plus, 80% de ces richesses sont volées, selon leurs termes, par des intérêts étrangers, et donc essentiellement américains. Et là, ça me paraît très intéressant ce chapitre, en fait, dont je ne voyais pas tout à fait la place, enfin pourquoi il était dans le livre, parce qu'en ce moment, qu'est-ce qui se passe en Bolivie? Evo Morales est en fuite. Et pourquoi est-ce que Evo Morales est en fuite? À qui est-ce qu'il fait face? Il fait face aux anciens propriétaires des compagnies minières et gazières qui n'ont jamais supporté de s'être fait spolier leur compagnie, leurs mines, qui veulent les récupérer avec l'aide des États-Unis pour reprivatiser les richesses de ressources naturelles de la Bolivie. Et donc j'aime bien que
Enfin, j'aime bien le principe de Patricio Guzman, si vous voulez. Je ne savais pas que cette photo était tirée de Bolívar, comment dire, une photo ou un point de départ aussi poétique puisse amener à des considérations aussi politiques. Juste pour préciser, quand on parle de l'or blanc, parce que c'est un désert de sel, mais l'or blanc, c'est pas le sel, c'est le lithium dont la Bolivie regorge en fait. Hein. C'est probablement la plus grande réserve mondiale de lithium sur laquelle les Boliviens sont assis. Donc ils sont assis sur un trésor et effectivement l'utopie, si vous voulez, c'est que le peuple arrive à jouir des ressources naturelles de son propre pays. Constitutionnellement, depuis 2009, les ressources naturelles appartiennent au peuple bolivien. C'est-à-dire ils l'ont inscrit dans la Constitution. Donc déjà, ça, c'était une très belle utopie réalisée. Maintenant, l'utopie en cours, c'est est-ce qu'ils vont y arriver vraiment? Parce que le problème, c'est qu'il faut tirer les profits de ce lithium et l'industrie, il faut quand même la développer, mais sans se faire spolier par des intérêts étrangers. Alors, il y a jouir effectivement des ressources naturelles, mais Patricio Guzman et Carmen Castillo étaient ce matin à la radio sur France Culture, effectivement. Et j'y ai pensé ce matin, je me suis dit, bon, quand on a conçu et écrit le livre, c'était avant les événements récents qui ont eu lieu au Chili. Mais j'y pensais aujourd'hui et je me disais, si on était en train d'écrire le livre actuellement, il aurait été vraiment très beau de faire une page sur le Chili, sur à quel point leur utopie leur a été volée avec le coup d'État en 1973, et à quel point, effectivement, il y a ce traumatisme, cet oubli imposé dont le peuple chilien est en train, je l'espère, de sortir actuellement, de revendiquer le fait qu'on leur a volé leur utopie, et peut-être que maintenant, c'est le moment de la réaliser. Avant qu'on passe à notre troisième thème, en fait, moi, je vais quand même juste mentionner mes deux préférés également. Oui. Non, mais c'est un petit peu curieux parce qu'elles telles quelles, elles ne sont pas en fait dans le livre, mais elles se nourrissent totalement de ce livre. Et ça me semble symptomatique parce qu'une des choses moi, qui m'a frappé en lisant l'Atlas des utopies, c'est la manière dont... Parce qu'on parle d'utopie concrète, mais aussi de création intellectuelle. Après, moi je suis libraire, donc je m'occupe beaucoup de littérature, donc justement de fiction. Et c'est très intéressant de voir comment il s'agit d'avoir du rêve qui qui s'insuffle dans la réalité, dans le concret, et du concret, des réalisations partielles, qui nourrissent elles-mêmes le rêve suivant. Et j'aime beaucoup cet aspect cyclique à long terme, avec des phases de haut, des phases de bas, des phases de découragement et des phases où l'imagination revient. Et donc une de mes préférées, du coup, c'est en 1975, à un moment où justement on est plutôt dans un reflux, parce que toutes les utopies libertaires, hippies, rentrent dans une phase de déconsidération totale. Les utopies politiques également. Et c'est un moment où la littérature de l'imaginaire, la science-fiction, part plutôt vers des dystopies assez violentes, assez extrêmes. C'est là où on commence, avec 40 ans d'avance, malheureusement, à annoncer les grosses catastrophes écologiques dans la littérature des années 1972-74. Et dans ce paysage assez glauque, il y a une autrice de science-fiction et un auteur qui, lui, n'est pas spécialement de science-fiction, comme Laurent Binet, qui sortent tout à coup deux choses assez magiques parce qu'elles sont optimistes, créatives et d'un optimisme mesuré, bien entendu. C'est Les Dépossédés d'Ursula Le Guin, donc peut-être un des plus beaux textes de science-fiction jamais fait, qui fait une expérience de pensée en disant, ben voilà, il y a un monde... en gros capitaliste qui serait le nôtre, et puis à côté, sur une petite lune, il y a des espèces d'héritiers de socialistes utopiques du 19e qui ont quand même essayé de faire concrètement un truc, et ça se passe dans 1975, et c'est assez magique parce qu'elle a été très disciplinée dans son étude de ce qui marche pas, pourquoi, à la lumière évidemment de tout ce qui a fonctionné et échoué au cours du siècle précédent. Donc c'est un livre magnifique. Et l'autre, donc, qui s'appelle Ecotopia, de Ernst Kallenbach, qui est moins connu, qui imagine en 1975 que la Californie est devenue un pays indépendant, qui pratique une écologie, dont on parlerait aujourd'hui, en fait, c'est-à-dire une maîtrise des ressources, croissance, justement, pas de croissance, développement durable. Et il écrit ça en 1975 comme une sorte de thriller, en fait, et c'est assez extraordinaire. Ça n'avait jamais été traduit en français, ça a été traduit l'année dernière par Rue de l'Échiquier, et c'est tout à coup quelque chose qui ressurgit et qui montre cette persistance, en fait, justement de l'élan utopique, ou du principe espérance, comme disait Ernst Bloch, à l'intérieur de choses qui, pourtant,
comme le rappelait Laurent Binet à propos de la Bolivie à l'instant, peuvent nous faire passer instantanément au désespoir le plus noir, en voyant face à quoi ça passe. Et l'autre, ça rejoint tout à fait ça, c'était se nourrissant là aussi d'un certain nombre d'utopies, et puis le projetant dans les années 1990-2000, c'est en fait le travail de l'EZLN, enfin donc de l'armée de libération zapatiste en fait au Chiapas, qui à la fois s'ancre dans évidemment toute une mythologie révolutionnaire digérée, celle du Che Guevara qui est superbement traitée dans l'Atlas, mais qui l'actualise en quelque sorte à l'heure de la mondialisation, à l'heure de l'Internet, et puis avec un mécanisme pas du tout justement exposé à la critique, au procès d'intention face à certaines opinions, en disant oula, derrière il y a toujours un risque totalitaire. Là, au contraire, parce que si la menace est forte, ça monte au créneau. Si la menace recule, eux aussi, ils ne sont pas là justement pour... Et je trouve qu'il y a une espèce de maturité dans cette utopie qui est ce petit État mexicain pauvre qui donne beaucoup d'espoir, le Chiapas. Ouais. Voilà. Donc, oui. Alors c'est vrai que je me faisais la réflexion avec tout à l'heure. Le sous-commandant Marcos, c'est le grand absent. On ne pouvait pas mettre tout le monde. On est vraiment désolé. Je lui ai dit au téléphone, je suis vraiment désolé, mais la parité, homme-femme, on est désolé. Non, je plaisante, je l'ai pas eu au téléphone. Mais c'est vrai qu'on avait trop d'hommes. Et du coup, il n'y a pas le sous-commandant Marcos, mais il y a Che Guevara, effectivement. Ouais. Mais c'est vrai, le soulèvement qui a eu lieu au Mexique n'était pas doctrinaire, pas idéologique. Il était d'abord il était avant tout pour lutter pour les droits des indigènes. Et voilà. Moi, juste pour rebondir sur ce que tu disais, sur cet ouvrage qui imagine que la Californie gagnerait son indépendance, ce qui d'ailleurs a été envisagé, j'imagine, dans un futur pas si lointain que ça, probablement. On a écrit une page sur la Californie comme laboratoire de l'alimentaire de demain. Et alors, c'est à la fois assez intriguant et assez terrifiant le type d'aliments que les labos californiens préparent pour nous. Donc des steaks à base de petits pois, de protéines végétales. C'est un peu le menu du futur qui fait peur quand même, hein, où le goût n'est pas la priorité première, mais bel et bien effectivement de produire des choses à moindre coût, d'une part, mais aussi dans le respect de la planète, d'autre part. Et on se retrouve avec effectivement donc du lait non identifié. Je sais pas, ça donne pas du tout envie quand même, faut bien le dire. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, sachant qu'actuellement, la Californie, par exemple, produit, est la grande productrice d'amandes. Toutes les amandes qu'on peut être amené à manger, même en France, elles viennent en grande partie de Californie. Et ça, c'est un énorme problème, puisqu'il faut beaucoup d'eau pour faire pousser des amandes. Et qu'à long terme, surtout dans un État comme la Californie, qui a d'énormes problèmes chaque année de manque d'eau, il va vraiment falloir arrêter de consommer des amandes et d'en produire en Californie. Donc d'une certaine façon, le lait d'amande qu'ils vont commencer à nous proposer, qui sera une sorte de lait synthétique, eh bien, on n'aura plus le choix. Mais d'ailleurs, effectivement, le fleuve Colorado, en tant que fleuve, a disparu en pratique. C'est-à-dire qu'il reste au long des différents barrages en fait, qui servent à alimenter principalement les cultures de Californie et d'Arizona, des deux côtés. Et son embouchure, aujourd'hui, n'existe plus. C'est presque même plus un marécage. C'est en train de s'assécher parce qu'il n'y a plus assez d'eau qui arrive jusqu'à la mer en Basse-Californie. C'est très spectaculaire quand on voit des images. On a l'impression qu'il a été conduit un travail d'assèchement de marécage. Sauf que ce n'est pas un travail qui a été conduit, ça s'est fait. Parce qu'il n'y a plus assez d'eau qui est effectivement utilisée pour faire de l'irrigation intensive. Et la Californie est un laboratoire du futur qui a de quoi quand même terroriser, hein, parce qu'il y a aussi là-bas que ce projet de tuer la mort, n'est-ce pas tu veux en parler? Oui. Oui, c'est la quête de l'immortalité, quoi. La quête de l'immortalité, mais avec des expérimentations, quoi. C'est-à-dire. Ah non, mais ils y croient dur comme fer. Ouais. Et c'est Google, bien sûr, qui injecte de l'argent là-dedans. Ils y croient dur comme fer, effectivement. Alors, d'une part, soit en prolongeant la vie jusqu'à 120 ans, ça, c'est leur projet, là, pour les années à venir. En travaillant sur les cellules, voilà. les cellules souches, en faisant des hommes génétiquement modifiés, globalement. Voilà.
Voilà. Et puis il y a la cryogénisation aussi. Ah oui, alors celui-là, je l'aime bien aussi, parce que ça, c'était drôle quand même. Quand je faisais toute la recherche pour écrire celui-ci sur comment faire cryogéniser votre corps, j'étais assez fascinée quand même par le genre de site web sur lequel je tombais. Sachant que les illustrations que je pouvais trouver et qu'évidemment on n'allait pas réutiliser comme illustration dans l'ouvrage, c'était des visages éclairés, souriants de familles américaines qui s'imaginent qu'à un moment... Donc, alors, vous avez deux possibilités si vous souhaitez vivre pour toujours. La première, c'est de vous faire cryogéniser en entier. Donc votre corps entier est plongé dans un bain d'azote. Voilà, ça c'est la première. Et ensuite, fermé dans un sarcophage en béton. En fer et en béton. Et la deuxième possibilité, qui est quand même assez terrifiante, c'est celle de cryogéniser uniquement votre tête, puisqu'après tout, on imagine que dans un futur lointain, le corps ne servira plus à rien, et que donc votre tête sera greffée sur un corps robotisé, c'est ce qu'ils prévoient en tout cas, et donc ils imaginent qu'ils auront la capacité à ce moment-là, et alors là ça pose vraiment des questions, Descartes doit se retourner dans sa tombe, quoi. Des vraies questions philosophiques sur effectivement, donc si on est voué à ne plus être qu'un cerveau, quel genre d'humanité on va créer? Moi ça m'inquiète. Alors, on le sent déjà justement, soit dans la façon dont chacun parle de certaines utopies par rapport à d'autres. Il y a une conscience que vous avez que l'utopie, elle a, et c'est ce que montre dans sa variété, hein, l'Atlas des utopies, de façon assez extraordinaire. Elle a eu beaucoup de rôles, des rôles pressentis, des rôles voulus, des rôles inattendus, des rôles incidents, et puis qui ont pu évoluer. Et j'aimerais bien savoir pour vous aujourd'hui, effectivement, qu'est-ce que vous percevez de cette évolution? Est-ce qu'il y a un renouveau de l'élan utopique? Et finalement, à quoi elle sert aujourd'hui, là, en 2019, cette utopie? J'ai envie de partir d'un exemple concret que j'avais envie de citer en t'écoutant parler d'Ursula Le Guin tout à l'heure. C'est les dépossédés, c'est ça que j'ai pas lu, mais dont tu as fait un résumé, avec une société... on va dire capitaliste majoritaire et que quelques satellites, quelques îlots de socialisme utopique, c'est ça? Ça c'est marrant parce que ça, en quelque sorte ça a existé, ça existe encore, mais ça a vachement évolué. En fait, en Israël, il y a ce qu'on appelle les kibbutz. Et les kibbutz, c'est vraiment une économie de marché. Israël, particulièrement libérale, hein, je crois. Mais à l'intérieur de cette économie de marché libérale, il y a des hippies, en fait, enfin, disons des marginaux. Alors au début, c'était plutôt dans un but sioniste il y avait des peuplements, mais en fait, c'est surtout une manière de créer des collectivités comme ça, qui sont des petits villages collectivistes. Donc, ils sont des petits îlots à l'intérieur d'une société, une économie de marché, société capitalistique. Mais qui, à l'intérieur du village, sont complètement collectifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement pas de circulation d'argent. Il y a donc chacun travaille, alors pour le coup, pas 2 heures par jour, mais à peu près, on va dire 5 heures environ, parce que j'y ai participé. Je suis allé plusieurs mois dans un kibbutz, donc je ne travaillais pas 8 heures. Mais Axel fait du travail de terrain, il faut préciser. Voyez. Il a dormi dans la cité céleste, il a vécu dans un kibbutz. La prochaine étape, c'est de faire cryogéniser. Non, peut-être pas. Donc, très intéressant, en tout cas, à expérimenter le kibbutz. Pas de propriété privée. Par exemple, on n'a pas de voiture, il y a un parc de voitures. Si vous avez besoin d'une voiture, vous demandez une voiture et on vous en prête une et elle n'est pas à vous, mais qu'est-ce que ça peut faire? Et vous allez faire vos courses, vous allez faire votre voyage et vous revenez. Donc, les besoins essentiels sont satisfaits, si vous voulez. Il y a une salle à manger commune. L'éducation des enfants est prise en charge. C'est une sorte de petit village dans lequel il y a surtout des piétons et qui est très calme. Et surtout, il n'y a pas d'inégalité. Il n'y a pas d'inégalité et il y a beaucoup de temps libre. Personne n'est riche, mais personne n'est pauvre non plus. Voilà. Donc, j'en reviens à ta question sur l'évolution des utopies. Du concept initial en fait, du kibbutz, où en gros tout le monde était pauvre et tout le monde partageait tout, mais il n'y avait pas grand-chose à partager. Petit à petit, on a glissé vers un individualisme
où les kibbutz... Juste, je précise que pour que ça fonctionne, en fait, il y a des choses qui sont produites par le kibbutz comme si c'était une entreprise et qui sont vendues à l'extérieur, donc, et qui rapportent de l'argent au kibbutz, qui est réparti entre les habitants du kibbutz. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui fonctionne avec le marché extérieur, mais qui à l'intérieur est, on va dire, communiste. Voilà. Je n'avais pas précisé ça. Et donc, il y a petit à petit une individualisation de ces villages initialement collectivistes. Et c'est vrai que malheureusement, c'est une expérimentation qui a fonctionné, qui a très bien fonctionné et qui est véritablement en déclin. Donc ça fait partie des utopies qui ont été peut-être dépassées, en tout cas qui ont été expérimentées. Mais malheureusement, c'est vrai que moi, ma théorie, elle est vraiment super simple en fait. On partage plus facilement quand on n'a pas grand-chose. Après, c'est humainement, plus on a, moins on a envie de partager, malheureusement. En t'écoutant, là, je me souvenais de l'utopie concrète et réalisée d'Euroville, en Inde, qui existe encore et qui prospère. Alors, bon, évidemment, je suis sûre qu'on peut lui apporter plein de critiques, mais au demeurant, elle est là, elle existe. Ils ont reconstruit à partir d'un désert, d'un espace désertique, ils ont construit une ville et ils ont reconstruit une forêt. Ils vivent dans ce genre d'échange que tu es en train de caractériser. J'ai besoin d'une voiture, j'en ai pas, je l'emprunte, etc. Ils travaillent pour la communauté qui, en échange, les nourrit et les soigne. La propriété est interdite. Ah, ça, c'est une notion importante dans une utopie. Et alors, si à la base, effectivement, l'utopie d'Euroville était fondée sur une idéologie à laquelle on adhère ou pas, hein, une espèce de culte de la mer dans une tradition un peu ésotérique, mais au demeurant, aujourd'hui, Euroville continue d'exister et d'attirer à la fois des personnes qui souhaitent venir y vivre et qui pour cela doivent faire des sacrifices réels, puisqu'ils investissent dans une ville dont, au moment où ils choisissent de la quitter, ils ne peuvent rien reprendre. Ils travaillent gratuitement pour une ville où ils n'achètent rien, ils ne possèdent rien. Et il y a aussi un tourisme très lucratif, évidemment, qui se rend à Euroville pour essayer de comprendre et de faire l'expérience de cette utopie extraordinaire. Mais ce qui est très beau, ce qu'il faut retenir de ça, c'est à quel point ils ont réussi à recréer une forêt luxuriante sur un espace désertique. Si votre question donc, se porte sur l'évolution des utopies à travers les âges, moi ce qui me frappe, c'est qu'en fait, les objectifs ne changent pas tellement. C'est-à-dire que... En gros, l'objectif quand même des rêves collectifs tourne toujours autour des mêmes programmes. La terre pour tous, la santé pour tous, l'éducation pour tous. Et ce qui me frappe aussi, c'est à quel point, depuis à peu près le XVIe siècle, on n'a pas pris cette direction-là. On a pris une direction qui a commencé avec peut-être le commerce des épices au moment des grandes découvertes, et qui nous a menés jusqu'à notre société de consommation effrénée dans laquelle on vit encore aujourd'hui. Et ce qui est intéressant à analyser, c'est comment on nous a vendu ce qui n'est ni un rêve, ni ce qui est une forme de contre-utopie, si vous voulez, c'est-à-dire le capitalisme mondialisé fondé sur l'individualisme. Comment on a réussi, parce que c'est un fait, on a réussi à nous le vendre comme une utopie, en remplaçant capitalisme par libre entreprise ou concurrence par libre-échange. Voilà. Et voilà, ce hold-up a réussi. On a tous acheté ça. Et alors qu'en fait, au fond de nous, toute l'histoire monte de la guerre des paysans de 1525 à Evo Morales en fuite pour le Mexique, parce qu'il a voulu nationaliser les compagnies minières, que le but final d'une humanité qui fonctionne à peu près en harmonie, c'est toujours la terre pour tous, la santé pour tous, l'éducation pour tous.
Et au demeurant, s'il fallait dresser une sorte de constat qu'on peut faire à partir du livre, c'est effectivement ce désir et ce mouvement de chercher à construire des façons de vivre ensemble et de prendre soin des uns des autres qui aujourd'hui se traduit dans des utopies du futur qui sont: est-ce qu'on va cryogéniser ma tête? Est-ce que je vais payer 500 000 dollars pour me faire transporter sur Mars pour une vie meilleure? Donc on est passé effectivement à un individualisme terrible où on se projette soi dans une perfection de son corps, son esprit, sa vie, mais on n'est plus du tout dans du vivre ensemble rêvé et espéré. Bon, mais excuse-moi, ça aurait pu se passer autrement tout ça. Ça peut toujours changer. Non, mais c'est pour peut-être qu'il parle un petit peu de civilisation. Peut-être que c'est pas encore fini, ouais, mais je voulais juste mentionner, parce que sur ce que disait Laurent Binet, et qui résonne tout à fait avec ce que disait Ophélie à l'instant, il y a 3 ou 4 ans de ça, une autrice qui s'appelle Fanny Taillandier en fait, avait écrit un très chouette livre qui est une archéologie. Donc c'est un livre qui est de la science-fiction, mais où en fait des gens tombent dans quelques années alors que la civilisation a chuté, donc c'est pas une utopie, hein, mais tombent en fait sur les restes d'une ancienne utopie, d'une utopie consumériste des années 60, qui est le lotissement américain, et notamment le premier lotissement américain importé en France, près de Versailles, qui existe toujours, et donc qui, eux, n'ayant pas évidemment ni les plans des architectes, ni les intentions des urbanistes, essayent à partir de ce qu'ils voient et des ruines, des trucs, de reconstruire à quoi pouvait bien servir ce truc, ce lotissement entièrement voué à l'automobile, avec ses équipements collectifs, mais qui font la part belle déjà un individualisme forcené en réalité, sous couvert d'habiter ensemble. Et c'était assez fascinant justement dans cette façon de retourner l'utopie comme un gant pour montrer qu'elle était fallacieuse. Et puis ce système du regard extérieur porté sur notre propre société, où d'une certaine manière, en effet, le capitalisme est un rêve. L'American Way of Life est un rêve, mais c'est nul. Alors, on ne voudrait pas finir sur une note trop gloomy quand même, parce qu'on parle d'utopie, et d'utopie concrète, et pas justement de dystopie ou de désespoir. Oui, d'autant que, excuse-moi, je te redonne la parole tout de suite, mais en fait, le livre s'attache beaucoup aux utopies concrètes ou positives, en fait, globalement. Oui, parce que les trucs ratés ou les trucs négatifs, déjà, c'est pas joli à illustrer. Donc, on les a écartés. Non, mais sous des formes souvent inattendues, le livre fourmille justement de réussite. Alors voilà, une utopie réussie, c'est pas nécessairement le bonheur pour tous à l'échelle de la Terre entière. C'est parfois des choses qui ont été locales, des choses qui ont duré un certain temps et qui ont atteint leurs objectifs ou une partie de leurs objectifs. Mais ce que j'aime beaucoup dans la tasse des utopies, c'est qu'on retrouve quelque chose qui m'est cher aujourd'hui, alors même qu'effectivement c'est pas riant et qu'on a plutôt l'impression d'être dans une phase, dans une défaite de ces utopies. Et pourtant, il y a un carburant, quelque chose en fait qui puise dans toutes ces choses qui ont été tentées, qui ont réussi, qui ont échoué, mais pour nous servir aujourd'hui encore. C'est un sentiment que j'ai. Je voulais savoir si vous le partagiez quand même, cet optimisme à fond final. C'est le moteur du livre. Mais en plus, tu parles d'utopies qui ont échoué, mais en fait, c'est presque au même titre. C'est intéressant de la même manière que des utopies qui ont réussi. Parce qu'une utopie qui a échoué, ça sème une graine. Tout à fait. Et ça sème une graine. On a essayé, ok, là ça n'a pas marché. La plupart ne marchent pas, de toute façon. Mais il y en a qui marchent. Et celles qui échouent, c'est une petite graine pour celles qui vont réussir. En fait. Cet ouvrage donc, va être dédicacé donc, par les auteurs, ainsi que le Civilisation de Laurent Binet, dont on pourrait parler toute une soirée également, mais qui, je tiens à le signaler, est une uchronie, donc, techniquement, mais qui est nourrie en fait justement d'utopies sociopolitiques, parce que ça fourmille finalement, à partir de cette inversion initiale, de ce point de bifurcation, il se passe plein de choses qui ne sont pas du tout l'Europe qu'on a connue, qui sont vraiment une autre Europe, où donc tout n'était pas nécessairement écrit. Et là, on rejoint ce qu'on disait au départ. Et donc, je trouve que c'est... évidemment, cette préface n'était pas là par hasard, mais la concomitance entre deux ouvrages qui... aborde quand même cette question finalement de l'espérance et et si on faisait différemment, qui se retrouve à deux bouts d'un spectre en fait de possibles qui est assez fascinant. Et donc les auteurs seront à votre disposition pour les dédicacer dans quelques minutes
là. Et je vais quand même faire un petit acte marchand, parce que je suis libraire, en disant que l'Atlas des Utopies, en particulièrement avec une iconographie qui est absolument incroyable, hein, est aussi un cadeau idéal. Donc il ne faut pas hésiter à en acheter 5 ou 6. Hein, voilà, Merci. Mais Merci beaucoup. peut-être que Laurent pourrait nous expliquer comment ça aurait pu se passer autrement, juste en présentant Civilisation rapidement. Non, mais je veux pas. Enfin, là, je suis pas là pour ça, mais juste un mot. C'est vrai que donc moi, j'ai écrit un livre. L'histoire, c'est une uchronie ou une histoire contrefactuelle. Et en anglais, histoire contrefactuelle se dit alternative history. Et donc ça me va très bien et je peux faire le lien avec ce qui a été dit aujourd'hui parce que justement l'Atlas des Utopies, c'est un atlas qui contredit le slogan de Margaret Thatcher, There is no alternative. Ben si, oui, des alternatives, il y en a plein. Et donc voilà, moi j'ai voulu, si vous voulez, donc cette uchronie, les Incas envahissent l'Europe, c'est à la fois une idée optimiste et mélancolique. Optimiste parce que les choses ne sont... Il n'y a pas de fatalité dans l'histoire. Mélancolique parce que, bon, dans la réalité, les Incas n'ont pas envahi l'Europe. Hein. Dans la réalité, voilà. Et puis, juste un mot. Il se trouve que ces Incas, ça je l'ai découvert en écrivant mon livre, c'était pas du tout un présupposé, c'était pas du tout une condition pour l'écriture de mon livre, mais ces Incas avaient un système politique, économique et social au XVIe siècle tout à fait stupéfiant de modernité, puisque, par ailleurs, c'était un État très autoritaire, très pyramidal et pas exactement démocratique, hein, mais ils avaient un système de redistribution des terres tout à fait révolutionnaire, une espèce de sécurité sociale tout à fait révolutionnaire au XVIe siècle. Et donc, c'est au moment même où, de l'autre côté de l'Atlantique, nous, on inventait le capitalisme. Et donc, c'est vrai que c'est très intéressant, amusant et stimulant intellectuellement de se dire que ça aurait pu se passer tout à fait autrement. Ouais. Merci beaucoup Laurent, merci beaucoup Ophélie, merci beaucoup Axel. Merci à toi. Donc merci à vous.